Bonjour tout le monde, c'est l'heure du bilan lecture de ce mois de mars. Pour moi, c'est un peu de la triche parce qu'il va regrouper mars et février. En tout, il y en a une quarantaine. Mais bon, je charbonnais quoi. Voilà, c'est parti? C'est parti. On commence comme d'habitude avec les suites de séries en manga et j'ai lu le tome 14 de Spy Family. C'était plutôt pas mal, on va en apprendre beaucoup plus sur ce personnage qui travaille à l'école. C'était sympa mais pas non plus incroyable, c'est dans la même lignée que les autres. Un peu moins d'intérêt pour celui-ci que les deux tomes précédents qui m'avaient nettement beaucoup plus plu. Après c'était peut-être parce que j'étais contente de retrouver cette famille un peu folle. Mais voilà, c'était une lecture sympa, j'ai bien rigolé, il y a une petite scène avec le bal, c'était mignon. Mais voilà, c'est pas non plus un truc de ouf. Nettement plus intéressant, ce tome 2 de Red Flower qu'on a beaucoup attendu et c'était vraiment chouette. Bien que j'ai trouvé la lecture un peu trop longue, il y a beaucoup d'infos. Après, on est très bien immergé dans l'ambiance. En plus, on va en apprendre davantage sur un autre peuple. J'en dis pas plus, mais ça a un peu manqué d'action pour moi. Ça arrive vraiment qu'à la fin. Mais on sent qu'il va y avoir d'autres problèmes, d'autres enjeux, donc c'est quand même très très sympa. Et puis suivre un peu cette tribu qui vient d'une autre contrée, c'est quand même plus intéressant. J'ai quand même beaucoup aimé et le dessin est toujours aussi magnifique. J'ai terminé une série ce mois-ci avec les tomes 6 à 12 de Perfect World. Ça s'est lu très très vite. Il y a du bon et du moins bon dans cette série. Au début, j'étais vachement à fond. Je trouve que l'histoire avance vite, la romance avance vite. Et puis, passer 3e tome, 4e tome, c'est même trop vite. En fait, il y a trop de trucs qui partent dans tous les sens. Il y a même des catastrophes naturelles qui se ramènent. Enfin, en plus de l'entourage pourri de ces deux personnes. Donc, c'était sympathique. Mais voilà, je trouve que ça manquait un peu de réalisme. Mais le thème du handicap, en tout cas, est très bien traité. On voit que l'autrice s'est renseignée sur le sujet. Donc, franchement, si vous cherchez une série sur ce thème-là, c'est quand même une très belle recommandation que je peux vous faire. C'est mignon. C'est pas trop niais, mais attendez-vous à des personnages secondaires qui vont vous taper sur le système. Je n'ai lu qu'un seul manga et c'était au mois de février, celui-ci. C'est le tome 5 de La sorcière aux champignons chez Glénat. Et honnêtement, je pense que je suis en train de me lasser en fait de cette série. Ça sort trop lentement. J'ai eu du mal à m'y remettre. Je l'ai lu en 2 fois alors que bon, ça reste un shoujo fait à la base pour des enfants. Donc normalement, il n'y a pas des milliers d'informations à retenir. C'est simple. Là, j'arrivais plus à être dedans. Je trouvais ça un peu brouillon. Je savais plus où j'en étais. Je ne sais pas. Au niveau de cette série, est-ce que je lirai quand même le tome 6 quand il sortira, mais en ayant tout relu d'un seul coup? Je sais pas. Je sais même pas dans combien de tomes ce sera. Si ça tend à être fini bientôt ou pas. Le rythme de parution est très lent parce que le rythme de parution au Japon est très lent aussi. S'il y a des choix à faire au niveau des priorités de lecture, c'est clair que c'est pas cette série-là. Pourtant, je l'aimais beaucoup, hein. Mais ouais, je suis pas sûre de cette série. J'ai découvert Jade Dugard avec son tome 1 et son tome 2 et c'était très très sympa. Un peu compliqué à appréhender, vous avez beaucoup d'informations. Dans cette histoire, on va y suivre Sitara au tout début qui va être vendue comme une esclave à une famille assez noble qui en tout cas s'intéresse beaucoup au savoir. Et cette passion, ils vont essayer de lui transmettre quand même à leur petite esclave. Et elle va trouver que c'est vraiment source de richesse, etc. Donc c'était très sympa à voir au tout début. Malheureusement, un drame va arriver et il va y avoir un problème dans cette famille. J'ai pas trop envie de vous en dire. Mais Sitara va devoir partir et accompagner un autre groupe. C'est super intéressant de retracer un peu l'histoire avec un grand H dans l'Empire mongol, qui est pas trop exploité en manga. Le dessin, moi je l'adore. Je sais pas s'il plaira à tout le monde, mais je trouve hyper joli, ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Et ensuite, dans le tome 2, on va avoir un grand pas en avant dans sa quête de vengeance à notre esclave. Et elle va voir qu'elle peut trouver des alliés, même chez les ennemis. Et tout ça sous un gros fond de féminisme, c'est hyper chouette. Mais il y a beaucoup d'infos, beaucoup de clans, beaucoup de cultures différentes, beaucoup d'endroits, donc vraiment je vous conseille d'enchaîner les tomes. J'ai également fait la découverte de Planétarium Ghost Travel. Très très belle surprise. Au début, j'étais un peu mitigée sur le tome 1. On y suit l'agent 303 qui se balade dans l'espace puisqu'il travaille pour la compagnie Planétarium Ghost Travel et il est en charge de préserver
les mémoires et la culture. Il va se rendre sur des planètes endormies pour un peu voir ce qu'elle lui réserve et retracer les mémoires de ces personnes qui se sont endormies et voir un peu comment s'en sortent ceux qui sont encore éveillés. C'est très touchant, il y a une très grosse vibes Petit Prince que j'adore. Mais dans le premier tome, c'est des histoires très très courtes. Donc j'avais un peu du mal à attacher. En plus, notre protagoniste, il est un peu nonchalant, mais sympa quand même. C'est un peu spécial. Finalement, revirement de situation, coup de cœur avec le tome 2. J'ai trouvé ça génial. Il y a des histoires qui m'ont vraiment beaucoup marqué, notamment celle dans la bibliothèque. Graphiquement, moi je trouve que c'est magnifique. C'est bleuté, voilà, ça correspond vachement à cet univers spatial, mi-lunaire, mi-empreint de rêve, etc. C'est vraiment très très chouette. On va en apprendre plus sur le passé de notre personnage et sur d'autres personnages qu'il a pu aider auparavant. C'est très très chouette, il y a un univers très singulier. Vraiment, c'est une super lecture. Je suis très contente d'avoir enfin aimé un titre de la collection Renard Doré. Voilà, je suis ravie, je vous le conseille. J'en parle rapidement. J'y ai dédié une vidéo de ces 5 tomes 1 de manga français avec Jaune, Instinct, Reaper, Everdark et Orion. Si vous avez envie de connaître les résumés et d'avoir mon avis sur chacun de ces titres, je vous renvoie vers la vidéo. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans l'ensemble, c'est de très belles surprises et il n'y a rien de vraiment nul là-dedans. Donc, nos auteurs français ont du talent. Là, on va passer à... un manga, je vais pas y aller par 4 chemins, j'ai trouvé ça nul. J'y vois pas grand intérêt personnellement. Il s'agit de Neige Rouge de Susumu Katsumata aux éditions Cornelius. Ça m'a pas plu du tout. Déjà, on va dire que ce qui est plutôt bien, c'est que le dessin, bon, je comptais m'y faire, c'est très vintage, old school, mais bon, ça soit. Par contre, c'est un recueil d'histoires courtes. Il n'y a aucune histoire que j'ai aimée. Oui, c'est possible. Parce qu'en fait, le langage dans ce titre, c'est un langage, on va dire rural, selon l'auteur peut-être. Mais en tout cas, on dirait juste qu'il parle en ch'ti. Mi-ch'ti, mi-picard et re-mi-ch'ti derrière. Donc, j'ai pas du tout réussi à rentrer dedans. Je trouvais que ça donnait un côté grave beauf au dialogue. En plus, il y a des scènes de, franchement, presque attouchement sexuel. C'est même beauf dans la thématique autour du cul et tout. Donc, ça m'a vraiment pas du tout plu. Je me suis forcée à finir. Donc, ouais, grosse déception. C'est mon premier titre, en plus, que je découvrais chez Cornelius. J'espère qu'ils sont pas tous comme ça. Si vous en avez des bien meilleurs, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me les conseiller parce que sinon, je compte pas aller plus loin dans ma découverte de cet éditeur parce que vraiment c'est la première fois que vraiment je trouve qu'un titre est nul. Désolé, mais c'est comme ça. Et pour vous dire que ce manga qui va suivre était tellement meilleur que Neige Rouge, c'est pour dire. Il s'agit de Chi, une vie de chat en France. C'était ultra rapide à lire, c'était très mignon. Il se passe pas des dingueries, on va suivre Chi et sa famille qui viennent d'emménager à Paris. Voilà, elle vit mal cette nouvelle vie en appartement, etc. J'en dis pas plus, c'est pas non plus un indispensable, mais franchement, les enfants, je comprends. Hein. C'est trop mignon, en tout cas, ça m'a donné envie de lire la série originelle. Heureusement que j'ai le tome 1. Et que les autres sont à la médiathèque. Oui, parce que c'est quand même très cher, hein. Excusez-moi. Hein. Mais Glénat, 9 €, ça, poussez un peu le bouchon, là. Mais c'était trop mignon, donc ça m'a fait une petite parenthèse pour voir un peu ce que mon chat ferait s'il vivait à Paris. Par contre, voici une excellente surprise. Je connaissais pas du tout la cover, ce manga. On n'en avait jamais entendu parler, mais merci du cadeau parce que c'était une histoire vraiment chouette. Il s'agit des cerisiers fleurissent malgré tout de Keiko Ishiguchi. On est chez Kana. On va y suivre une jeune femme d'origine japonaise qui vit en Italie avec son compagnon. En 2011, vous le savez, il y a eu un tremblement de terre au Japon, là où vit toute sa famille. Donc là, c'est le stress, c'est l'incompréhension. Les médias n'arrangent rien. Et pour elle, ça va être petite descente aux enfers. Que faire ? Retourner auprès de sa famille, rester ici en sécurité, quels sont les dangers, comment aider, etc. Donc j'ai trouvé que le sujet était hyper intéressant. En plus, vous avez ce côté de mixité culturelle avec d'un côté son compagnon italien et elle ses racines japonaises. Et en plus, elle avait fait une promesse à une de ses enseignantes
avec qui elle a une relation toute particulière, mais cette dernière est malade. Voilà, je n'en dirai pas plus. C'était vraiment très très chouette. En plus, graphiquement, je trouve ça hyper joli. On est sur un grand format, donc on en profite pleinement. C'était hyper agréable, court, mais quand même assez touchant. Évidemment, on va pas non plus avoir des développements de ouf, mais c'était vraiment juste ce qu'il faut. Et j'ai trouvé le sujet hyper intéressant. Donc vraiment, si vous le voyez d'occasion ou pas, je sais même pas si c'est encore édité. Je sais même pas de quand est-ce qu'il date. Mais franchement, n'hésitez pas, c'était une super lecture. Et cette précédente parenthèse était vraiment très bonne à prendre, surtout après la lecture de Mauvaises Herbes de Kumsuk Jendrikim. On est aux éditions Futuropolis. On est sur une toute autre thématique, beaucoup plus horrible. Je pense que c'est une des pires lectures que j'ai eu à avoir. Ça n'empêche que c'était vraiment très très bien, mais on va y suivre dans cette histoire une jeune coréenne durant la guerre du Pacifique qui va être vendue, mariée de force on va dire, par sa famille et qui au fur et à mesure va finir comme femme de réconfort. Quel joli mot. Si vous voyez ce que je veux dire. Pour les soldats, et va donc commencer une vraie descente aux enfers et des atrocités. Ce qui est très bien fait dans ce livre, c'est que c'est un peu montré, surtout suggéré, et ce qui va être important, c'est les émotions qu'on va avoir au travers des dessins. Sachez qu'au tout début, les premières pages, je trouvais le dessin moche. C'est véridique. Hein. À la fin, je trouve qu'il est splendide. Je trouve qu'il est vraiment adapté à l'histoire. Pour ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord. Et donc l'autrice va au fur et à mesure rencontrer une de ses esclaves sexuelles qui a survécu après nombreuses horreurs et qui va au fur et à mesure se livrer. Et donc l'autrice s'est vraiment documentée. Elle est allée sur les lieux où il y avait ces maisons de réconfort. Je crois qu'il y avait pas mal de petits youtubeurs qui en avaient parlé. Je confirme que c'est vraiment une lecture incroyable. Mais je pense qu'elle est quand même nécessaire parce que ça fait partie de l'histoire et ça s'est vraiment déroulé. C'est effroyable. Moi, je savais pas que c'était à ce point-là. Donc, ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Et c'était très intéressant. Donc, il me tarde de découvrir maintenant d'autres œuvres de cette autrice parce que si elle se documente sur chacun des sujets qu'elle traite, franchement, il y a de quoi en apprendre. Donc, c'était vraiment super. Et on passe à l'intégrale du mois avec les tomes 1 à 3 de Planète de Makoto Yukimura, l'auteur de Vinland Saga. Je tenais absolument à lire cette œuvre d'abord, qui m'a énormément plu. Dans cette histoire, on va y suivre 3 personnages qui sont récupérateurs de déchets dans l'espace. Donc ils se trimballent avec leur petit vaisseau et ils font un peu les éboueurs de l'espace. Et on va nous parler de tous ces dangers. Il y a un côté, ça se passe dans le futur, mais c'est quand même assez d'actualité, assez réaliste. Parmi eux, il va y avoir un très très grand passionné de l'espace qui voit un peu son métier comme un sous-métier, qui est pas hyper fan de ramasser les déchets en orbite autour de la Terre, mais qui aime pas trop rester sur la Terre non plus avec sa famille. Lui, il a les plus grands rêves et aller notamment sur Jupiter. Donc on va avoir ce personnage d'un côté. On va en avoir un autre qui malheureusement est en plein deuil et j'ai pas trop envie de vous parler de lui, mais c'est un des plus attachants des personnages qu'il y a dans ce titre. Et on va y suivre Fi également, qui est la conductrice du vaisseau. C'est ce trio, vraiment je l'ai trouvé hyper intéressant et à cette histoire va se mêler également des problèmes liés au terrorisme, et oui, et à la guerre dans l'espace. Donc c'est un côté assez flippant, mais je trouve que ça se lit très vite. Ça vous tient en haleine. J'étais vraiment à fond dedans. Je les ai dévorés en quelques jours. Graphiquement, vous savez, là en ce moment, je suis dans des délires. J'adore l'espace. Là, je trouve que c'est hyper bien dessiné. L'édition, elle est vraiment chouette. Bien qu'il y a des petits visages, je sais pas comment dire, assez rectangulaires, bizarres. Genre, il y avait des angles, je sais pas, ça me plaisait pas trop au niveau des visages. Mais sur tout le reste, c'était vachement immersif. J'ai adoré ma lecture. Si vous êtes en quête d'un manga de SF avec des grosses critiques de la société, ça c'est trop bien. Et maintenant, j'aimerais beaucoup découvrir Vinland Saga. Et on passe au BD. Et je vais commencer cette fois avec la BD Interlude de Céline Pieters et Cécilia Ducaju aux éditions d'Argo. C'est une BD que Vanessa m'a fait lire pendant une vidéo où on s'échange des bandes dessinées. J'ai été
hyper dubitative au début parce que je n'aime pas les récits de guerre, parce que j'étais persuadée qu'on allait vraiment suivre ces soldats à la guerre avec leur piano. Et pas du tout. On les suit vraiment dans ces moments de off, on va dire, et cet amour qu'ils ont pour ce piano. C'était assez touchant. J'étais quand même un petit peu déçue que ça n'aille pas plus loin dans justement cette psychologie, ce besoin d'avoir ce réconfort. C'était un peu trop en surface. Ça aurait mérité, sans mentir, d'être le double de pages pour que ce soit encore plus incroyable. Mais c'était quand même une bonne lecture, même si c'est le premier que je présente. C'est pas une déception. Et j'enchaîne encore avec une recommandation de Vanessa qui a beaucoup aimé ce titre. Félix et la maison qui marchait la nuit de Sophie Bédard aux éditions La Ville Brûle. C'est un titre hyper touchant qui va nous parler en fait de dépression. Félix, c'est une jeune fille qui habite dans une maison avec son chat, mais elle s'est rendue compte que quand elle se réveille le matin, elle n'est pas là où elle s'est endormie la veille. Et c'est pas qu'elle est somnambule et qu'elle finit dans son salon ou sur le tapis. Non! Sa maison s'est déplacée et elle n'est plus au même endroit. Littéralement. Mais bon, ça l'inquiète pas trop parce que de toute façon, elle ne sort pas. Elle n'aime pas trop la compagnie. En tout cas, elle n'en veut pas. Donc, elle s'en fiche un petit peu de savoir que sa maison se balade. Et tout au long du titre, elle va faire la rencontre de personnages plus loufoques les uns que les autres. Notamment Diane, un lapin plutôt étrange. Et Bébé, ton personnage préféré. Et tout au long de ce titre, on va découvrir comment cet entourage peut peut-être faire changer un peu d'avis notre cher Félix et lui redonner un petit peu de baume au cœur et de sourire, de comprendre que parfois quand on va pas trop bien, il faut en parler. Quand on a une épaule sur qui se reposer, ça fait du bien. C'est un titre que je vous conseille de fou. De toute façon, je vous ai déjà dit, les titres de la maison d'édition La Ville Brûle sont tous super, en tout cas tous ceux qu'on a déjà lus. Donc allez-y les yeux fermés. Un titre emprunté à la médiathèque. On a décidé de retourner à la médiathèque de notre village parce que on a beaucoup dépensé en livres et c'est vrai qu'il y a pas mal de bons titres dans notre médiathèque. On a beaucoup de chance. Et celui-ci, honnêtement, en fait partie. Il s'agit de L'épouvantable peur d'Épiphanie Frayeur aux éditions. C'est les éditions Delcourt qui ont la collection Métamorphose. C'est une collection que j'adore. Et dans ce titre-ci, on est vraiment sur un titre jeunesse qui va nous parler de cette jeune fille, Épiphanie Frayeur, qui, comme vous pouvez le voir sur la couverture, a une ombre qui est immense. Et cette ombre, c'est la peur d'Épiphanie. Elle a peur de son ombre, elle a peur qu'on la suive. Et ça, c'est une vraie phobie chez elle. Et le problème, c'est qu'une phobie, on le sait, plus on en a peur, plus on angoisse, plus elle est présente, plus elle grandit. On peut au début avoir peur de quelque chose et que ça devienne une phobie. Et qu'on ne puisse plus vivre sans penser à cette chose. Et bien Épiphanie, c'est ça. Et elle va essayer, par des moyens plus loufoques les uns que les autres, de faire fuir cette peur. C'est adorable, il y a beaucoup de références à Alice au Pays des Merveilles. Je dois pas vous mentir que... Je comprends mieux pourquoi t'as aimé. Beaucoup de personnages, surtout au début. Les dialogues m'ont fait penser à ces fameux dialogues dans Alice au Pays des Merveilles autour de la table pour prendre le thé. Si vous avez la scène en tête, vous comprenez ce que je veux dire. Très bon titre pour apprendre aux enfants que c'est une peur, que parfois la peur elle est tellement présente qu'il faut apprendre à vivre avec et que c'est pas une fin en soi. On peut vivre avec une peur et vivre très bien avec. On peut la faire disparaître également. Mais une notion aussi de psychothérapie, très très intéressant. Cette collection elle est vraiment super et on vous reparlera de ce titre parce que si je le trouve en occasion, mais je foncerai et je l'achèterai, c'est sûr à 100%. Cool. Alors là, je pense que ce livre, ça va être dans mes coups de cœur de l'année, tellement je l'ai trouvé incroyable. Il s'agit de Smoking, la Révolution, Yves Saint-Laurent, par Lou Yifang et Benjamin Bachelier, aux éditions Albin Michel Bande Dessinée. Pareil, une maison d'édition au niveau des bandes dessinées qui fait des trucs vraiment pas mal, hein. Oscar et la Dame Rose notamment. Dans ce livre, on va y suivre Yves Saint-Laurent et Betty, un peu sa muse, un peu son ombre en fait. Et on va y suivre l'histoire du smoking, de ce fameux smoking d'Yves Saint-Laurent qui n'est pas un vêtement si simple que ça.
C'est une notion très politique, très féministe. Dans ce livre, on va vraiment nous expliquer à quel point ce smoking, en particulier, a fait l'histoire, a aidé les femmes à s'émanciper. C'est trop intéressant. Si vous êtes intéressé par le féminisme, je vous conseille ce livre. Si vous aimez la mode, je vous conseille également. Au niveau graphisme, c'est assez particulier. On oscille entre des collages, des dessins au feutre, des crayonnés, de l'encre. C'est un mood board, en fait, de mode. Il y a tout. Et à la fin, vous avez évidemment des notions et une bibliographie, en fait, de tous les titres qui ont été utilisés pour trouver toutes ces anecdotes. C'était méga intéressant. Et si vous avez d'autres titres à me conseiller dans le même genre, je suis vachement preneuse. J'ai lu également Racine de Lou Luby aux éditions Delcourt, un livre qui me tardait de lire parce que j'adore Lou Luby et j'adore les cheveux. Je passe régulièrement mon temps à regarder les cheveux des gens. Je trouve que les cheveux, c'est vraiment quelque chose qui fait une personne, en fait. On va y suivre Rose, une jeune fille réunionnaise qui va apprendre plus ou moins au cours de sa vie à comprendre, à appréhender ses cheveux. Et en fait, vous allez voir tout au long de ce titre à quel point la société, sans même que les gens s'en rendent compte, la société, à quel point elle est raciste et stigmatisante envers les personnes qui ont des cheveux qui ne sont pas complètement lisses ou bouclés comme on peut le voir dans les publicités. Et bien, les cheveux crépus, les cheveux très bouclés, ça existe. À quel point la catégorisation également des types de cheveux est raciste, parce qu'elle a été créée par quelqu'un qui trouvait que les cheveux très très bouclés, vraiment très denses, et limite c'est du crin de cheval, et que ça, y a rien à faire avec ça. Les cheveux sont beaux. S'ils sont sur votre tête, c'est parce qu'ils en ont besoin, que votre corps en a besoin. Ça parle pas mal aussi de toutes ces notions historiques, en fait, envers les cheveux, à quel point les coiffes également étaient importantes dans certains peuples, tribus, pendant l'esclavage, pendant l'émancipation. Encore une fois, du grand Lou Luby, beaucoup d'histoires dans une histoire fictive hyper touchante. Et encore une fois, vous intéressez au féminisme, ce livre, il est nécessaire. Et mon coup de cœur ultime, qui je pense va rester mon coup de cœur pour l'année, à quel point il m'a bousculé ce livre. Il s'agit de Sibylline, chronique d'une escort girl de Sixtine Dano, aux éditions Glénat. Ce livre, il va nous raconter l'histoire de cette jeune fille qui habite en province et qui va faire ses études à Paris, des études d'architecte. Sauf que en fait, elle va se rendre compte que déjà les études d'archi, ça coûte une énorme blinde, et que certes, le crédit qu'on fait pour payer les frais de scolarité est déjà très élevé, mais en plus, il y a tout le matériel à acheter. Alors, si vous avez fait des études dans n'importe quel domaine artistique ou même de n'importe quel domaine, on vous demande d'acheter des livres en veux-tu, en voilà, que personne ne lira jamais, mais ça coûte très cher de faire des études, surtout comme elle, on est à Paris. Ça coûte 2 fois plus cher, je pense, que dans n'importe quelle ville en province. Elle va enchaîner des petits boulots, mais bon, elle bosse la nuit, elle bosse ses maquettes, court la journée. C'est assez dense, assez rude. Et un jour, au détour d'une appli de rencontre classique, elle va avoir une proposition d'un date payé. Ça va lui trotter dans la tête. Elle va en discuter avec une amie. Et un cercle vicieux, vertueux également, va s'ouvrir devant elle. C'est le début d'une autre histoire qui va commencer avec cette jeune fille. C'est hyper touchant, c'est hyper bien amené, parce que l'autrice s'est vraiment documentée justement sur des personnes qui ont vécu ça. Que ce soit des personnes qui ont payé pour des rendez-vous, des personnes qui se sont faites payer pour des rendez-vous, que ce soit des femmes ou des hommes d'ailleurs. Donc ça, c'est un point bonus vraiment pas négligeable. Franchement, pour une première bande dessinée, nous sortir un bébé grand comme ça, aussi beau, c'est fou, bravo. Et je vous laisse découvrir la fin de cette histoire qui est juste, qui est bien, qui est parfaite. Et franchement, découvrez Sixtine Dano, parce que c'est le premier, mais c'est sûrement pas le dernier. Pour ma part, j'ai fait la lecture de Fleurs de bambou de Richard Marazano et Kat Zaza. Ça m'a pas marqué.
Je vais vous le dire direct. Heureusement, ça n'a pas pris très longtemps à lire. On y suit des animaux dans une forêt et malédiction, les bambous vont mourir. Donc, comment ils vont le faire? Ils vont partir à l'aventure avec ce petit panda roux, un autre animal et une humaine. Il va leur arriver des choses. Classique. Graphiquement, c'était plutôt joli, mais ça m'a vraiment pas transcendé du tout. Et en fait, je savais pas, mais c'est un tome 1. Mais honnêtement, j'irai pas vers la suite parce que c'est du déjà vu. Donc, ouais, un petit flop, hein, ça arrive, mais c'est pas grave, il m'a coûté 50 centimes. Là, cette fois, une petite déception. Avec Soleil glacé de Séverine Vidal et Laura Giraud, né chez Glénat. En soi, l'histoire, elle aurait pu énormément me toucher. On va y suivre une jeune adulte qui va apprendre qu'elle a un frère le jour du décès de son père. Un petit enfant caché d'une autre femme. Et ce frère est assez particulier. Il a une certaine maladie. Il faut s'adapter face à lui, mais en tout cas, elle le voit presque comme son jumeau. Ils ont quasiment le même âge. Elle a beaucoup trop envie de faire connaissance avec lui. Au fur et à mesure, elle va même l'entraîner à faire des petites bêtises, on va dire. J'en dirai pas plus. L'histoire, elle est touchante. C'est joli. Graphiquement, les dessins, ils m'ont plu. Mais par contre, quelle lecture pas agréable. Enfin, la police d'écriture, je comprends pas le choix. Et vraiment, il faut avoir une vue supersonique pour... une vue de ouf pour réussir à lire correctement, à être vraiment en plein jour, en pleine lumière. Enfin, ouais, j'ai pas trop aimé. J'ai dû vraiment forcer sur les yeux. Puis ouais, la police d'écriture, être sûr de bien lire les mots. Donc, franchement, ça c'est vraiment dommage de pas avoir opté pour autre chose. En tout cas, je trouve personnellement. Je ressens que ça m'a vraiment gâché mon plaisir de lecture. Donc voilà. Mais l'histoire était intéressante. Ça varie entre histoire familiale compliquée, maladie, voyage, peut-être un peu de regret. Mais donc il y avait tout pour me plaire. Mais voilà, vraiment ce petit défaut à mon sens, ça a vraiment empiété sur mon plaisir. Ensuite, on va retrouver la petite collection Métamorphose avec Mimifisto, le fils du diable de Pierre-Henri Laporterie. Ça a un peu changé de mes lectures du mois. On est sur quelque chose de quand même assez jeunesse, mais beaucoup plus sombre, que ce soit dans les couleurs ou dans l'histoire. On va y suivre ce jeune garçon qui est juste le fils du diable. Rien que ça, pas trop de responsabilité sur les épaules à part ça. Et son père, le diable, est un très grand chef d'orchestre, on va dire. Et lui, on dirait que son talent pour la musique n'est pas forcément inné et il peine à obtenir sa toute première baguette. Il se sent pas trop à sa place, il est un peu têtu, le garçon, et donc il va partir et s'enfoncer au fur et à mesure de plus en plus bas dans les enfers. Et il va rencontrer diverses âmes et il va lui arriver des petites choses. C'était sympa, c'est pas un coup de cœur. Je pense qu'il y a même des choses à la fin, j'ai pas tout à fait tout compris, je pense. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ça changeait vraiment des autres métamorphoses, je trouve, que j'ai lues pour l'instant. Donc on voit à quel point ils ont une palette de titres qui est vraiment très diverse et variée, donc c'est d'autant plus chouette. Mais ça n'empêche que c'était un bon moment à passer. On retrouve Loulubi, puisque moi j'ai découvert Eurydice, donc Lou est cette fois-ci juste au scénario et c'est dessiné par Solène Guivre chez Delcourt. Ici, on est sur une réécriture de la mythologie grecque. Ça aurait pu être un banger, comme disent les jeunes. Non, ça aurait vraiment pu être excellent, mais ça a manqué de profondeur. On y suit Eurydice qui s'est échappée d'un cortège funéraire et elle souhaite rencontrer Hadès, le roi des morts. Pour ça, elle doit se rendre dans une certaine cité. Elle va faire la rencontre d'Orphée, qui va beaucoup l'aider et qui va lui commencer à énormément s'attacher à elle. On va donc revisiter le mythe d'Eurydice et d'Orphée. On a beaucoup de thèmes qui sont hyper intéressants. On va avoir la sœur d'Orphée qui va nous parler un peu de la condition des artistes, qui va également nous montrer que la femme peut être différente. Il n'y a pas qu'un seul corps qui est beau. On va aussi avoir un contraste avec, je pense que c'est une comparaison pour parler en fait du progrès de l'intelligence artificielle, parce que ça pourrait pas remplacer les humains. Donc voilà, tout ça c'est mis là-dedans. Mais ça reste en surface. Et c'est tellement dommage, parce que ça aurait vraiment pu être un putain d'album. Voilà. Excusez-moi, j'ai dit putain. C'est pas de la frustration, mais en fait, je sais que ça aurait pu être tellement mieux.
si elle était allée au bout de ses idées. Mais voilà, c'est un scénario que Lou Luby avait en tête depuis ses 17 ans, qu'elle a bien un certain temps à enfin couché sur le papier. C'était hyper chouette quand même. Graphiquement, franchement, j'ai trouvé ça magnifique. Les couleurs très chaudes, ce côté très grec, enfin c'est tellement bien fait, c'est trop beau. On va donc y parler également d'amour et de mort. Non, franchement c'était très chouette. Et puis à la fin vous avez même quelques pages qui expliquent le mythe d'origine et les libertés qui ont été prises pour cette réécriture. C'était hyper intéressant, mais voilà, ça aurait dû être un peu plus approfondi, parce qu'on est vraiment passé à côté de quelque chose. Un peu de jeunesse avec Le Magicien d'Oz, l'adaptation en BD de Max Lermenier et d'Hélène Canac. Donc, vous le savez, Hélène dessine merveilleusement bien. Graphiquement, c'est le top. Et donc, on va suivre cette histoire du Magicien d'Oz que moi, personnellement, ne me jugez pas, je ne connais pas. Donc, je découvre et c'est très chouette. On suit donc Dorothée qui vit dans une ferme et un jour, une tempête arrive et elle se retrouve à un mystérieux procédé dans un autre monde, un autre univers. Plein de magie, plein de créatures étonnantes. Et elle va faire la rencontre de créatures très particulières, et toutes vont vouloir demander un service au Magicien d'Oz. Pour ça, il faut aller le retrouver dans son royaume. Commence alors une petite aventure, une petite épopée. C'est très mignon, très touchant, je vois à peu près où ça va aller, donc c'est vraiment très chouette. Et puis c'est très bien mis dans les dessins, c'est coloré, c'est beau, franchement j'adore, je suis complètement fan, je suis pas objective de toute façon. Mais il me tarde de découvrir le tome 2 qui en plus va sortir très prochainement, le 10 avril. Donc c'est nickel, j'ai pris mon temps pour le lire, mais je vais pouvoir enchaîner très bientôt avec le second tome. Bon, vous êtes plus étonnés au bout d'un moment. J'ai lu un conte des cœurs perdus avec Merlin. Cette collection est incroyable. Elle est géniale, je l'adore. Ce titre-là, il est vraiment dans la même lignée et il est même lié à Chaussette et Jeannot, qui sont avec celui-ci mes 3 préférés, comme de par hasard. On va y retrouver Merlin quelques années plus tard. Il a une certaine inquiétude, assez compréhensible. En plus, il est vraiment à l'âge, à l'adolescence, où il a aussi peut-être ses premiers sentiments qui arrivent, et il est partagé, tiraillé entre commencer un nouvel amour et ses peurs et ses inquiétudes. Heureusement, il peut toujours compter sur sa voisine Josette, Chaussette pour lui, qui est toujours aussi proche de lui. Et ensemble, et également avec Jeannot, ils aiment bien aller se promener en forêt. Ils font des petits concours de ricochet, ils s'amusent, etc. Mais Josette, elle sent bien qu'il y a quelque chose qui le tracasse. J'en dis pas plus parce que vous le savez, c'est très court et à chaque fois, c'est plein d'émotions. Donc, pas envie de vous gâcher la surprise. Mais je trouve que cet album-là, par rapport aux autres, il est vraiment un poil plus mature. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et ce que j'aime particulièrement, c'est la relation entre Merlin et Josette. Cette relation qui n'est pas de sang, mais qui le devient petit à petit. Et c'est tellement beau à voir. C'est aussi très beau de revoir notre ronchon national, Jeannot. Et toute cette petite famille. J'ai vraiment encore une fois adoré. Je les veux tous. Et je les garderai tous. Et s'il vous plaît, lisez-les. Je vous le recommande vraiment, que ce soit pour les plus jeunes comme pour les grands. C'est vraiment du très bon. Graphiquement, c'est toujours aussi beau. Loïc Clément sait toujours très bien s'entourer. Et vraiment, c'est une pépite pour les yeux, pour le cœur, pour la tête, pour tout ce que vous voulez. Et j'ai enfin découvert ce titre qui avait fait tant parler. Avec Okae de Neyef, on est chez Rue de Sèvres, un beau petit bébé emprunté à la médiathèque. Ça me faisait vraiment de l'œil depuis longtemps, mais j'avais trop peur que ça me plaise pas. Je suis débile, parce que c'est un vrai coup de cœur. C'était de la bombe. Voilà. On va y suivre Georges, qui a été adopté, acheté par un curé américain. Et Georges, lui, il est un peu typé. Et il n'est pas considéré comme un vrai Américain. Entre parenthèses, un vrai blanc, comme ils disent, là-dedans. Et en gros, le curé va surtout l'exploiter pour faire certaines tâches en échange de lui apprendre à lire la Bible. Voilà, donc le curé va essayer de le formater un peu à son image, jusqu'au jour où Georges va faire la rencontre de 3 Indiens. Et il va se passer quelque chose qui va l'amener à faire un petit bout de route avec eux. Et c'était génial. Génial, pourquoi? Parce que vous avez ce mélange des cultures, ces traditions de 2 peuples différents, de Georges qui est tiraillé par ce qu'on lui a toujours appris,
et en même temps ces racines profondes qui refont enfin surface. C'était vraiment très très bien fait et graphiquement j'ai pris une vraie claque. Je pense que je l'avais jamais ouvert, mais en fait j'ai trouvé ça magnifique. Vous avez des couleurs super belles, enfin ça m'a vraiment emporté. Alors que bah voilà, l'univers entre guillemets Far West, indien, américain, etc. c'est pas forcément ce que je préfère. J'en ai pas lu des tonnes, mais celui-là vraiment c'est une vraie pépite. Vous avez de l'action, vous avez des scènes un peu violentes, il est vrai, mais bah vous avez surtout ces traditions indiennes qui vénèrent la nature, etc. qui sont vraiment très très chouettes. Vous avez quand même une petite quête de vengeance, hein, et la fin, je l'ai trouvée très sympathique. Je pense qu'elle doit diviser, mais moi en tout cas elle m'a plu. Ça va également parler d'amitié, de rêve, de se sentir à sa place et de liberté. Donc vraiment, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, mais si c'est pas encore fait, si vous êtes comme moi, bête, et que vous avez attendu en pensant que ça vous plaira pas, eh ben soyez peut-être un peu ouvert d'esprit parce que pour moi, ça s'est avéré être une très très belle surprise. Donc je pense que je vais vraiment faire un petit focus sur Label 619 parce qu'à chaque fois que j'en lis un, c'est trop bien. Donc ils sont trop forts. Ils choisissent très très bien leurs auteurs et ça me plaît, donc autant que je me prive pas et qu'on continue à découvrir. Et voilà, ça y est, c'est fini pour ces lectures pour moi de février-mars et pour toi de mars. Des lectures quand même vachement qualitatives. Il n'y a pas eu beaucoup de déceptions. Honnêtement. Oui, par rapport à tout ce qu'on a vu, ça va. Au nombre de livres lus, il n'y a pas eu beaucoup de déceptions. Par contre, on est hyper curieuse de savoir, toi, c'est quoi tes coups de cœur de lecture de ce mois-ci et surtout tes déceptions. Parce que comme ça, on ne tombe pas dans le panneau. Et ça, c'est hyper important pour le porte-monnaie. N'hésite pas à t'abonner et nous, on te dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.